Alors, Boker Tov et Shavua Tov. Excusez-moi pour ce petit retard. Nous sommes sur le net, c'est-à-dire d'Afrontet, d'Alef. Et donc, je rappelle le sujet. On avait cité la position de Rabbi Yochanan qui disait que lorsque un objet qui avait été rendu impur, ou bien qui a été, en tout cas, qui était capable de recevoir l'impureté, avait été partiellement brisé, il conservait quand même son statut d'impur ou d'accessible à l'impureté, mais à condition qu'il soit toujours apte à remplir la même fonction que précédemment, même si c'est moins confortable, mais il faut que ce soit la même. Et donc, ah non, c'est le contraire, excusez-moi. On n'a pas besoin, on avait dit que Rabbi Yochanan pense qu'on n'a pas besoin que ce soit la même. L'exemple, c'était une cloche qui initialement était faite pour faire du bruit, qui a perdu son battant. Il dit, c'est pas grave, elle reste encore impure, parce qu'on a la possibilité de l'utiliser comme un gobelet. Alors, on change complètement la destination, mais c'est pas grave, ça reste un kéli, donc c'est bon. Et la Gemara s'est étonnée de cela. Elle a dit, pourtant, on a entendu de Rabbi Yochanan qui pense exactement le contraire. Et là, nous n'avons pas encore vu la démonstration que Rabbi Yochanan pense le contraire. C'est ça qu'on doit voir aujourd'hui. Donc, la Gemara avait commencé par apporter une baraïta. Et cette baraïta, a priori, ne prouvait strictement rien, puisqu'elle ne mettait pas en scène Rabbi Yochanan, et elle ne parlait même pas de la même chose. Donc la baraïta nous avait dit qu'elle parlait d'une touma particulière, qui est la toumat midras, qui est communiquée par le fait qu'un zav s'assoit ou se couche sur un siège ou sur un lit, par exemple, et qu'il lui transmet l'impureté même sans le toucher. C'est ça la particularité de ce qu'on appelle la toumat midras du zav. Et la braïta disait que comme la Torah, elle dit « Asher yeshev alav hazav », avec elle emploie un pluriel, il faut que ce soit fait pour ça. Mais si c'est pas fait pour ça, ça ne marche pas, l'impureté n'est pas communiquée. L'exemple avait été un instrument de mesure, une sorte de coffret qui sert de jauge pour une mesure de volume. Si on la renverse, on peut en faire un tabouret et s'asseoir dessus. S'il y a un zav qui s'est assis dessus, il ne la rend pas tamée, parce que ce n'est pas fait pour ça, et cet usage est incompatible avec l'usage, parce que pour l'utiliser comme mesure, il faut le renverser. Donc ça va pas, l'un ne va pas avec l'autre, et donc dans ce cas-là, l'impureté n'est pas transmise. On peut reprendre la dernière phrase, c'est là qu'on était resté, je crois. Ah non, on était allé plus loin déjà. Je vois qu'on était encore allé un peu plus loin. Donc la braïta, c'est plus haut. La braïta disait Yatzazé shomrimlo amod venase melartenu. Donc ça exclut le cas où quand le zav s'assoit dessus, on lui dit non mais lève-toi, tu nous déranges, on va faire notre travail. Et dans ce cas-là, c'est une manière d'exprimer la compatibilité entre la transmission de l'impureté et l'utilisation habituelle de l'ustensile. Ça, c'était la fin de la braïta. Et là, on a fait intervenir un débat entre deux Amoraïm, et l'un d'entre eux va être Rabbi Yochanan. On a eu Rabbi Elazar d'abord. Rabbi Elazar qui disait Bemidrasot omrim amod venase molartenu, ven omrim betmemet amod venase molartenu. Je ne me rappelais plus qu'on avait fait ça dans la Gemara, mais si c'est souligné, c'est qu'on l'a fait. Et est-ce qu'on a fait le Rashi dessus aussi ? Non, alors ça, si on a dû le lire, mais sans l'expliquer, parce que sans Rashi, on ne peut pas comprendre. Donc on va reprendre là. Donc Rabbi Elazar dit, Bemidrasot, omrim amod venase molartenu. Donc cette règle de dire lève-toi, tu nous déranges, nous voulons faire notre travail, sous-entendu, et donc l'impureté ne peut pas être communiquée. On le dit ça dans les midrasot. Midrasot, c'est-à-dire dans l'impureté communiquée par le fait de s'asseoir dessus par un zav, comme on a dit. Ve'en omrim bitmemet. Mais on n'applique pas cette règle pour une impureté communiquée par le contact avec un mort. Alors on ne voit pas très bien comment on aurait pu le transférer sur le tmemet. Et donc on va voir dans Rashi. Donc nous prenons dans Rashi Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar Omer, Bemidrasot v'choulé. Et là Rashi nous dit
Donc on applique bien cette règle dans les midrasot, donc midras dans le tumat mishkav et moshav. Ben bitrilat tum'a, l'union shamarnu de eno mitame midras le meve avatuma. Qu'il s'agisse, donc là Rachid nous dit ben, soit, n'est-ce pas? Ben, qu'il s'agisse bitrilat tum'a, du début de l'impureté. Ça veut dire quoi le début de l'impureté? Le Inyan Shamarnu, par rapport à ce que nous avons dit, à savoir de Eno, Mitame, Midras, que le siège ne va pas recevoir l'impureté qualifiée de Midras, le Meve Avatuma pour acquérir le statut de catégorie principale d'impureté. Donc ça c'est ce qu'on avait vu, la Trilatuma, c'est ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire savoir si l'ustensile peut commencer à devenir impur, c'est ce qu'on appelle Trilatuma. Trilatuma, c'est le début de l'impureté, le début de la période où l'objet va être impur. On a dit que pour que ce soit compatible, il faut que l'objet soit destiné à servir de siège ou de lit, mais pas s'il est destiné à autre chose, à un usage qui est incompatible avec l'usage du lit ou du siège. Ben besov tuma. Et là, Rashi rajoute quelque chose d'inattendu, et il dit, cette règle qu'on applique dans les midrasot, on ne l'applique pas seulement au début de l'impureté, mais aussi à la fin de l'impureté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la fin de l'impureté? Kegon, par exemple, shlosha al shlosha. Si on avait un objet qui a une surface de 3 tfachim sur 3 tfachim. Alors là, effectivement, le problème, on a gimel al gimel. On ne sait pas s'il faut lire shlosha, et dans ce cas-là, c'est des tfachim, ou shalosh, et dans ce cas-là, c'est des etzbaot, parce qu'il y a les deux mesures. Alors, on voit bien d'après la suite qu'ici, le premier, il faut le lire shlosha al shlosha. Shlosha tfachim al shlosha tfachim, shenitmeu midras, qui sont devenus impurs par le fait qu'un zav s'est assis dessus, le meve avatuma, de façon à ce qu'ils deviennent catégorie principale d'impureté, ça c'était la trilatuma, venechleku, et puis maintenant ça s'est cassé, ça s'est divisé en plusieurs morceaux, la surface, la chose sur laquelle on s'est assis, qui faisait initialement 3 tfachim sur 3 tfachim, 30 cm sur 30 cm, nechleku, maintenant ça s'est divisé, donc c'est devenu des petits morceaux. Quel va être le statut? Taor mina midras. Eh bien, ça va être purifié, alors qu'il était impur. Ça va devenir pur par rapport à l'impureté midras. Pour quelle raison? De amrinanbo amod venase melartenu harishona. Parce que là aussi, il va y avoir une sorte de amod venase melartenu, mais elle est un peu différente. C'est-à-dire qu'on va dire, lève-toi, tu nous déranges, on voudrait faire notre travail initial. C'est quoi le travail initial, la fonction initiale? Sheaya Raoui le yeshiva. Parce qu'avant, il était fait pour s'asseoir. Parce qu'il faisait 3 tfachim sur 3 tfachim. Et maintenant, j'ai perdu. Vareata et no Raoui le kar. Maintenant, il ne peut plus servir à ça. Donc, on va lui dire, ça va pas. Pour que tu sois impur, il faut que tu conserves ta fonction première. Si tu perds ta fonction première, maintenant tu n'es plus apte à ta fonction première, on va dire à mode, on va dire ça va pas. Nous on a besoin de faire notre fonction première. On peut pas, alors ça va être pur. Ilkar taor mina midras. Et c'est pourquoi c'est pur par rapport au midras, par rapport à l'impureté qualifiée de midras. Va falgav de it bekolchad shalosh al shalosh. Bien qu'il reste quand même pour chacun des morceaux, il reste quand même une surface équivalente à 3 doigts sur 3 doigts, va vekli, ce qui est la mesure minimale pour donner le statut d'ustensile, le kabel touma, pour recevoir l'impureté. Miou, mais néanmoins, mitorat avatuma tierlo. Mais par rapport au avatuma, il ne peut plus être, il devient pur. Donc, on apprend de ce Rashi beaucoup de choses. On apprend que la mesure minimale pour un kli, pour avoir le statut de kéli, c'est 3 doigts sur 3 doigts. Pardon?
Etzbaot. Etzbaot ou Au début du Rachid, vous avez dit 3 tfachim sur 3 tfachim. Exactement, j'ai dit au début de Rachid, j'ai dit shlosha al shlosha, c'est des tfachim. Ouais. Et la fin de Rachid, c'est shalosh al shaosh. Donc tefar, c'est masculin, et etzba, c'est féminin. Et vous connaissez la règle en hébreu, c'est un peu paradoxal, c'est que la terminaison féminine, c'est pour le masculin, la terminaison masculine, c'est pour les féminins. Donc shalosh et etzbaot et shlosha tfachim. Donc on apprend que pour avoir la mesure, pour avoir le statut minimal d'un kéli, il suffit de 3 doigts sur 3 doigts. Un doigt, il s'agit de l'épaisseur d'un doigt qui fait 2 cm, ça fait 6 cm globalement. 3 fois 2 égale 6. Par contre, pour pouvoir être suffisamment large pour qu'on puisse s'asseoir dessus, le minimum c'est 30 cm sur 30 cm. Donc on parle de quelque chose qui avait initialement les 30 cm, un zav s'est assis dessus, il l'a rendu tamé, ça s'est divisé en plusieurs morceaux qui font chacun 6 cm sur 6 cm. Alors, ça va rester impur peut-être, parce que ça reste un cli, donc la touma, mais le avatouma n'existe plus. Donc le avatouma disparaît et donne place à un rishon la touma. Probablement c'est ça que Rashi veut dire en disant que ça reste impur quand même, mais pas en tant que avatouma, parce que le avatouma ne peut plus exister puisqu'il n'y a plus de toumat midras, mais avant de partir, il va communiquer son impureté au Kéli qui est intervenu, qui lui a fait place, on va dire, et donc c'est comme s'il l'avait touché. Et donc il va rester impur, mais comme Rishon la Touma, plus comme Avatouma. Je comprends pas, excusez-moi, je comprends pas deux choses. Je comprends pas d'abord pourquoi les morceaux restent Kéli, quelle fonction ils ont, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une fonction. Et la deuxième, c'est pourquoi il dit quel rapport avec Amod, alors, donc il semblerait que c'est la définition générale. On considère que quelque chose qui a cette taille de 2 cm, de 6 cm sur 6 cm peut servir à 1000 choses. Et donc ça s'appelle un kéli. On peut l'utiliser comme pelle, on peut l'utiliser pour plein de choses. Donc ça s'appelle comme un chiffon si c'est un vêtement, exactement. Donc voilà, c'est un kéli. Par contre, alors maintenant, le Amod Nasem Artenu, Rashi dit Arishona. Le mot important c'est Arishona. Il faut que ce soit toujours destiné à remplir la fonction première. La fonction première pour Midras, on a vu qu'il faut que ce soit fait pour s'asseoir dessus. Pour que ce soit apte à s'asseoir dessus, minimum, Shloshat Fachim à Shloshat Fachim. Il n'y a plus ça, donc ça disparaît. Ça disparaît. Et c'est ça, ce qu'on appelle Sof Melacha. Donc il y a la règle qu'on avait découverte dans la Braïta. La Braïta ne parlait que de Trilat Touma. Mais Rashi nous dit, mais quand Rabbi Elazar nous dit que dans les Midrasot, on applique cette règle-là, c'est pas seulement dans Trilat Touma, mais c'est aussi dans Sof Touma. Sof Touma, vous avez compris ce que ça veut dire? Sof Touma, ça veut dire que si c'était tamé, mais que ça ne coupe plus la fonction première, la fonction initiale, qui était celle de s'asseoir dessus, ben, la Touma ne peut plus rester. La Touma de Midras disparaît. Techila, c'est devenir impur, et Sof Touma, c'est rester impur jusqu'au bout ou la perdre. C'est ça la différence. Trilat Touma, c'est devenir impur. C'est le début de l'impureté, c'est quand ça devient impur. La fin de l'impureté, c'est quand ça cesse d'être impur. Donc quand la question est de savoir est-ce que ça devient impur, on appelle ça Trilat Touma. Là, il faut que ce soit destiné à être fait pour être s'asseoir dessus, sinon il n'y a pas de début de Touma. Maintenant, pour la fin de Touma, ça sous-entend que c'était déjà tamé, donc c'était initialement fait pour s'asseoir dessus. Si ça cesse d'être fait pour s'asseoir dessus, alors ça cesse d'être tamé. Et ça devient plus avatouma. Ça reste peut-être impur, mais plus en tant que avatouma. Parce que cette là c'est une notion de temps. Oui. Oui, le temps. Ou c'est tamé ou c'est pas tamé. Non, mais c'est le début et la fin. Le début, c'est le début de la vie d'impureté et c'est la fin de la période d'impureté. Début de période, fin de période. Voilà. En fait, c'est avant la fracture et après la fracture. Voilà, on peut dire comme ça. Est-ce que le avatouma, c'est le sable ou le vent? Les deux, en général. Ça ne perd pas, on ne perd pas de
pas de perte de tout. Non, c'est le chidouche de la Torah. Parce que quand la Torah dit Kol HaMishkav asher yeshev alav azav, non, Kol HaKli asher yeshev alav azav yitma, et on dit yitma, on a compris que c'est aussi avatuma aussi. Et alors, il y a deux questions à poser encore. Au moins deux. C'est compliqué, hein, c'est un petit peu compliqué, je le concède. Et alors, il y a deux questions qu'on peut se poser. Pourquoi Rashi complique? C'était bien avec Trilat Atuma. Et pourquoi Rashi, tout d'un coup, il se met à nous dire, en fait, quand Rabbi Elazar parle, il parle aussi de Sof Touma. La Braïta, elle ne parlait pas de Sof Touma, elle parlait que de Trilat Touma. Tout d'un coup, Rashi nous dit, vous savez, lui, quand il dit Bemidrasot, il rajoute aussi Sof Touma. Pourquoi il a besoin de ça? Ça, c'est une première question. Et puis, deuxièmement, même s'il a besoin de ça, mais où c'est marqué dans Rabbi Elazar, ce rajout par rapport à la Braïta. Lui ne fait que de dire Bemidrasot, ce que tu viens de dire, on le dit dans Midrasot, on ne le dit pas dans Tmemet. Ok, d'accord, mais où est-ce qu'on voit qu'il fait intervenir une nouvelle problématique de Sof Touma, alors que dans la Braïta, ça n'était pas. Alors, la réponse à la première question, c'est que Rashi en a besoin, à cause de la suite, parce qu'après, quand on va voir que Rabbi Yochanan, il est en désaccord avec Rabbi Elazar, ce n'est que sur le Sof Touma. Alors, si on ne faisait pas intervenir le Sof Touma, on n'arriverait plus à s'en sortir dans la suite. Comme Rabbi Yochanan, il va intervenir que sur Sof Touma, et qu'il est en désaccord avec Rabbi Elazar, c'est donc que Rabbi Elazar aussi, il a parlé de Sof Touma. Donc, il fallait introduire le concept de Sof Touma. Maintenant, oui, d'accord, mais comment on peut faire dire à Rabbi Elazar des choses qu'il ne dit pas? Alors, la réponse, elle est déjà donnée par le Magine Shlomo, le grand-père du Pnei Yoshua, qui se fait toujours un devoir d'expliquer les rachis, c'est pour ça qu'il s'appelle Magine Shlomo, il prend toujours la protection de Shlomo. Shlomo, c'est Rabbi Shlomo, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, Rashi. Donc, le Magine Shlomo, il dit, si vous regardez bien comment Rabbi Elazar s'est exprimé, vous allez voir que il ne dit pas simplement ce que dit la Braïta. Parce que s'il voulait seulement dire la Braïta n'a parlé que de Midrasot et pas d'Etmemet, il aurait dû dire Loshanu, comme on fait habituellement. Loshanu est la Midrasot, aval bitmemet, Taor. Ou plutôt non, Loshanu, le contraire, Loshanu que Midrasot, aval bitmemet, Tamé, toujours Tamé, il n'y a pas de règle. Or, il ne dit pas Loshanu. Comment il s'est exprimé, Rabbi Elazar? Bemidrasot omrim ve'en omrim. Il n'aurait pas dû dire ça. Donc, s'il s'exprime comme ça, c'est qu'il rajoute quelque chose à ce qui avait été dit. Il veut parler d'une règle plus générale que celle de la Braïta. Alors, il dit Bemidrasot omrim. Il se réfère pas à la Braïta en disant Loshanu est là. Si on dit Loshanu est là, cette Braïta ne s'est exprimée que par rapport à cela. Il ne dit pas comme ça. Il prend une formule plus générale. Il dit, dans les Midrasot, on applique la règle. Donc le fait qu'il ne se réfère pas à la Braïta et qu'il prend la distance par rapport à la Braïta et qu'il s'exprime de manière plus générale, montre qu'il veut généraliser le principe qu'on avait vu dans la Braïta. D'accord? Donc on a répondu à nos deux questions. On continue dans Rashi. Ve'en omrim. Ve'en omrim. Le inyan avatuma shel tumatmet. Amod venase melartenu. Alors cette règle-là qu'on avait vue par rapport au Midras, par contre, on ne la dira pas par rapport à la catégorie principale d'impureté qui s'appelle Tumatmet et qui est Tumatmet. Alors en fait, je rappelle qu'un met, il est avi avot atuma, c'est-à-dire que c'est une super catégorie d'impureté, dans le sens que quand un met entre en contact avec une personne vivante, cette personne donc, qui a été contaminée ou qui a reçu l'impureté par contact, elle devient elle-même avatuma. En général, sauf dans le cas du Zav, c'était un peu aussi spécial, en général, quand quelqu'un est avatuma et qu'il transmet son impureté par contact, il y a une déperdition de Touma. Là, il y a aussi une déperdition, mais le deuxième devient avatuma. Alors on dit que le maître, il est avi avot atuma. Non, il était super catégorie. Donc quand il y a déperdition dans le sens que celui qui le contacte devient avatuma, et après celui qui va être contacté par celui qui a été contacté deviendra rishon atuma. Donc
Alors maintenant, c'est pour expliquer le mot avatuma. Enomrim l'union avatuma chez tumatmet, amod venasem alartenu, on ne dit pas qu'il y a cette règle qu'il faut que ce soit fait pour ça. Maintenant, on se pose la question, mais comment on pourrait appliquer au Met ce qu'on a appliqué au Midras? Comment on pourrait transposer? Alors, on va voir. Alors, et puis, il y a la question de Softuma et Trilatuma, parce qu'on a vu maintenant qu'il y a la règle à appliquer de Softuma et Trilatuma. Donc, il y a les deux questions. Alors, Rashi va commencer, on va voir par quoi. Keloma. Donc, il dit Klomar pour dire, c'est-à-dire, pourquoi quand Rashi dit Klomar, ça veut dire que dans l'expression, c'est un peu forcé. L'expression n'est pas tout à fait exacte. Parce qu'on va voir qu'effectivement, c'est pas qu'on dit Amod venasem l'artenu au sens propre. Klomar, c'est-à-dire, à quoi fait-on allusion en disant qu'on n'applique pas la règle de Amod venasem l'artenu au Tmemet? Voilà le cas. Imlitma. Prenons quelque chose qui a été rendu impur par contact, soit avec un mort, soit avec celui qui a touché un mort, comme on a dit. Venishbar, et il s'est brisé. Vodeu raoui le melacha be'alma, et mais il est encore apte à remplir une fonction quelconque, chez en melacha rishona, mais qui n'est pas la même et qui ne ressemble pas, mais elle n'est pas ressemblante à la fonction première. Donc voilà, c'est ça la même problématique qu'il retranspose dans le Met, ce qu'on avait vu dans le Midras, dans le soft. Vous voyez que là on parle de softuma. On avait quelque chose qui était impur. Alors qu'est-ce qu'on avait dit dans le Midras? On avait dit le Midras, quand il était devenu impur, il était fait pour qu'on s'assoie dessus. Si maintenant il n'est plus fait pour qu'on s'assoie dessus parce qu'il s'est cassé en petits morceaux, et on peut l'utiliser pour autre chose, mais pas pour ça, on avait dit hop, ça fait sauter l'impureté. Dans Met, on ne va pas dire ça. Donc dans Met, il était fait pour une fonction quelconque. Maintenant, il n'est plus apte à il s'est cassé, il n'est plus apte à cette fonction, mais il est apte à une autre fonction. Est-ce que ça va être un problème ou pas? Ça ne sera pas un problème. En omrim, on ne va pas dire ça va pas parce qu'on doit faire mlachteinu arishona. Donc on n'a pas, selon Rabbi Elazar, selon Rabbi Elazar qui dit en omrim, lo amrinan. Alors je reprends encore une fois. Klomar, im litma venishbar, si c'était rendu impur par contact avec un mort, venishbar, et que ça s'est cassé. Prenons l'exemple de la cloche, par exemple, la cloche qui a perdu son battant. Veodeu raoul mlacha be'alma, mais elle peut encore servir à une autre fonction, par exemple, de gobelet. Chez en, mais en melacha rishona, mais qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne fonction. Tamé, quand même, ça restera impur. Velo amrinan, et nous ne dirons pas, sous-entendu comme on l'avait dit pour le Midras, Amod venasem alartenu rishona, non, ça ne va pas parce que nous, il faut qu'on puisse toujours utiliser la fonction première. Vekivan de l'ochazil achi et taor, et que donc, puisque ce n'est pas le cas, ça devrait être taor. Tout ça, nous ne le dirons pas. Donc c'est clair. Donc le Sof Melacha, c'est facile. Pour Rabbi Elazar, il y a dans le Sof Melacha, dans Midras, si ça n'occupe plus la fonction première, ça devient pur. Dans Tmemet, peu importe, pourvu que ça occupe une fonction, même si ce n'est plus la même, ça reste impur. Voilà. Vekol sheken, de bitrilatum'a en omri mamod venasem l'artenu rishona. Et si Rachid nous dit maintenant il y a un kol sheken. Et si déjà on dit ça pour Softuma, que pour Softuma ça ne fait pas problème, et qu'on maintient l'impurité, à plus forte raison, dirons-nous la même chose, bitrilatum'a, s'agissant de contracter l'impureté. En omrim, on ne dira pas. Alors là maintenant par rapport à là on a un petit problème parce que avant de voir la suite, il faut comprendre maintenant comment on verrait encore dans Softuma c'était facile. Softuma c'était la même chose. Il était fait pour une melacha, maintenant il s'est cassé, il peut être utilisé pour une autre fonction. Donc c'était facile à se transposer pour Toumatmet, la même chose. Mais comment maintenant on parle de Trilatuma? Dans Trilatuma, qu'est-ce qu'on avait dit? Trilatuma on avait dit que pour que la Toumat Midras soit acquise, il faut que ce soit fait pour être couché dessus. Parce que Midras, c'est par définition, l'impureté se transmet par le fait qu'on s'assoit dessus. Mais dans Toumat Met, il n'y a pas ça.
l'impureté elle se transmet comment? Par contact. Soit par contact, soit par... Ou alors par le OL. Mais il n'y a pas cette notion de transmis par le fait qu'on s'assoit dessus. Et donc du coup, on ne voit pas comment on pourrait transposer la règle de Raoul le Midras sur le Tmémet. Et donc Rachid s'est certainement heurté à ce problème. Vous allez voir qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution. Alors, Kocheken de Vitrila Touma, Enom Rimamod Nasel, Artenu Rishona, de Nema, ce qui vous on ne le dit pas, mais si on le disait, ça voudrait dire quoi? Que de Nema, qu'on dirait, Imeno Meyuchad Lemet, Lo Yekabel Tumatmet. Ça revient, si on voulait transposer cette règle, ça voudrait dire qu'il faut que ce soit un objet qui est conçu pour servir à un mort. Ce qui est dans la morgue, tout ce qui est l'attirail de la Chevra Kadisha, ça serait susceptible de recevoir l'impureté parce que c'est conçu pour le mort. Le cercueil, tout ce genre de choses. Mais autre chose, non. Si on disait qu'il faut que ce soit Me'en Melach Harishona, Melartenu Harishona, qu'il y a une règle de Melartenu Harishona dans le cas du maître. Donc Rachid s'est demandé qu'est-ce que ça pourrait être. Il a dit que ça voudrait dire que l'objet est destiné à servir au maître. Ça voudrait dire ça, si on transposait. Et c'est pas exactement la même chose, mais c'est ce que Rachid a trouvé de plus proche. Alors on ne dit pas ça. Donc de Nema, ce qui nous ferait dire que Imenom Yuchad Lemet, Lo Yikabel Tumatmet, ça voudrait dire, si on l'appliquait, ça voudrait dire que si c'est pas réservé aux morts, eh ben, l'objet ne pourrait pas recevoir l'impureté du Moët, eh ben ça on le dit pas. Et la preuve qu'on le dit pas, Deha Kli Maase Ketiv. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Deha Kli Maase Ketiv. Où est-ce qu'il y a écrit Kli Maase et qu'est-ce que ça prouve? Donc là Rashi est très très concis. C'est-à-dire quelle question il ça pas fait pour le moment. Oui. C'est ça, il y a, comme il est écrit dans la Torah, Klimaasé, ça veut dire un ustensile qui a une fonction quelconque. Donc du moment qu'il répond à ça, c'est un cli qui fait un maasé, donc il est tamé. Et donc ça prouve qu'on n'a pas besoin qu'il soit Raoul le maître. Mais seulement la question est de savoir où c'est écrit Klimaasé, et qui dit que Klimaasé est tamé. Ça Rachid ne nous dit pas. On est censé le savoir par nous-mêmes. Alors en fait, ça n'a pas été traité encore, mais ça sera traité ultérieurement. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu, si ça a déjà été traité un tout petit peu dans Rashi, c'est peut-être pour ça que... Ah non, c'est plus loin, excusez-moi. Non, c'est plus loin la Samer Gimel. Alors Rashi se dit, bon, le lecteur finira par comprendre ce que j'ai dit. Alors, comme j'ai vu un peu ce qu'il y a écrit plus loin, on verra que, alors Klimaasé, c'est écrit dans la paracha de Matot, parachat Matot, à propos de la conquête de Midian, la guerre faite contre Midian et le butin qui a été conquis lors de la bataille contre Midian. Et a écrit à ce moment-là que les chefs d'armée sont allés chez Moshe Rabbeinu et ils ont fait don d'un certain nombre de bijoux qu'ils ont offerts pour le Beth Amikdash, pour se faire pardonner d'éventuelles erreurs et d'éventuels errements dont ils se seraient rendus fautifs pendant la guerre. Et il y a écrit là-bas Kol Klimaasé. Ils ont offert toutes sortes de choses et tout objet qui était capable d'utiliser, de faire une fonction. Et un peu plus haut dans le passage, il est dit aussi Titrataou. Ils sont venus avec leur butin et Elazar HaKohen leur dit vous devez purifier par Titrataou, ça veut dire par l'aspersion d'eau lustrale, tous les objets qui ont été touchés par un mort pendant la guerre. Parce que pendant la guerre, il y a des morts et il y a toutes sortes d'objets qui sont rentrés en contact avec les morts. Vous devez les passer tous à l'eau lustrale. Et donc on fait un lien en disant que tout ce qui était qualifié de Klimaasé, eh ben, il va sur eux, on leur a dit Titrataou. Donc si on dit Titrataou, c'est qu'il faut les purifier.
par l'eau lustrale, c'est donc qu'ils ont reçu la Toumat Met. Donc c'est ça, tout ça Rachid le sous-entend dans ce petit climat assez. Et donc, donc on résume, puisqu'il y a écrit que climat assez, donc un ustensile qui est capable de répondre à un usage quelconque, il faut le purifier par l'eau lustrale. Bon, donc ça prouve qu'on n'a pas cette règle, qu'il faut que ce soit destiné, que seuls les objets conçus pour servir à un mort seraient susceptibles de recevoir l'impureté du mort. Et donc ça prouve qu'on ne dit pas la règle. Donc finalement, la règle qu'on a vue dans les Midrasot, qu'on a vue à la fois pour Trilat Touma et Sof Touma, on ne la dit pas pour Toumat Met, ni pour Sof Touma, ni pour Trilat Touma. Voilà le résumé de ce Rashi. Est-ce qu'on peut dire qu'un brancard qui a servi à transporter un mort, qu'après il transportait un vivant, il a perdu sa Touma? Ça dépend d'après. Si on disait, d'abord on ne le dit pas. Vous dites si on le disait. Vous êtes dans l'hypothèse, puisque Rabbi Elazar dit qu'on ne dit pas dans le Toumat Met cette règle. Mais vous dites si on appliquait cette règle en Toumat Met, alors qu'en serait-il de ce brancard? Eh bien, tout dépendra de la destination qui a été faite de ce brancard. Si ce brancard, il est toujours destiné que pour les morts, alors il restera tamé. Mais si on décide d'en changer la destination et qu'avant ça c'était à la morgue et maintenant on l'a amené à l'hôpital pour servir pour les vivants, alors ça deviendrait un changement de fonction et ça le rendrait plus haut. Mais de toute façon on ne le dit pas. Mais c'est une application du principe. Ouais. Encore avec quand même une petite différence, parce que là je suis moins sûr de moi quand même, parce que c'est pas exactement le cas dont parle Rashi. Le Rashi parlait d'un cas où c'est Nishbar. Et dans votre cas, c'est pas Nishbar. Alors peut-être alors, comme c'était... on avait vu ça, parce qu'à partir où c'est tamé, on ne peut pas changer le fait de faire une affectation mentale, suffisait pas. Il faut faire un shinui maasé, me semble-t-il. C'est tout ce qu'on avait dit. Chez le Saol Behema, tamé. Chez le Delet, va Saol Behema, non, ça c'est dans le sens contraire. Chez le Delet, c'était pur. Va Saol Behema, chez le Behema, va Saol Delet. Donc chez le Behema, c'était impur. Va Saol Delet, ça devient pur. C'est ça, c'est ce cas-là. C'est ce cas-là dont vous parlez. Chez le Behema, va Saol Delet, afal pi shechibro la Delet, ve kabom asmerim, tamé. Chez kol hakelim yordin midei tumatan marshava, ve en olim midei tumatan de la beshinui maasé. Donc dans votre cas, vous, il n'y a pas eu de shinui maasé. Non, même si on appliquait la règle qu'il faut que ce soit raoui le tmemet, fait pour un tmemet, mais là maintenant on a changé la destination, mais comme il n'y a pas eu de shinui maasé et que c'était tamé, ça reste tamé. En temps de guerre, ça sert à la fois pour les cadavres, mais ça sert pour les vivants aussi. D'accord, alors c'est un cas particulier, alors c'est pour les deux, donc c'est bon, donc c'est tamé. Si pour les deux, c'est tamé. Si déjà, quand il est Nishbar, il reste, il peut recevoir la Touma du maître, à plus forte raison s'il n'est pas Nishbar. Il a été contaminé par la Touma du maître, maintenant on l'utilise pour un vivant, il restera transmetteur de Touma. C'est présent qu'à la Nishbar, déjà, on va jusqu'à la plus petite surface ou dimension, et on voit que oui, il peut servir encore à faire quelque chose. Et donc, ça suffit pour le rendre tamé. Ça suffit, alors plus forte raison s'il n'est pas. Non mais oui, mais là la question était dans l'hypothèse où on ne dirait pas cette règle. La question avait été posée. Dans le cas de Nishbar, il deviendrait pur. Oui, alors, c'est dans ce cas-là. Il n'y a plus de Kalvachomer. Si là-bas, il est pur. C'est à four. Si on avait appliqué la règle, on l'aurait appliqué dans les deux cas. Donc ça veut dire que dans le cas de Nishbar, bien qu'il soit encore utilisable pour autre chose, il devient pur. Alors si déjà quand il était impur, il devient pur, alors quand il n'est pas encore impur, Kalvachomer qui ne va pas devenir impur. C'est dans l'autre sens. N'est-ce pas? Je me fais votre interprète. Mais bon, c'est pas... Alors moi par contre, ce que je voulais comprendre, c'est le Kol Sheken de Rashi. Rashi a fait un Kol Sheken aussi. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rashi? On ne dit pas, dans le Sof Touma, on n'applique pas la règle, et donc Kalvachomer, on n'applique pas Vitrilat Touma. D'après ce que vous disiez, c'est exactement le contraire.
encore une fois, on ne dit pas dans Sof Touma. On ne dit pas. C'est-à-dire que dans Sof Touma, ça va rester tamé. Donc, Kal Vachomer, qu'on ne le dira pas dans le Trilat Touma, et donc ça deviendra tamé. Mais d'après ce que vous disiez, c'est exactement le contraire. Le Kal Vachomer, il est à l'opposé. Vous dites, quand il est déjà tamé, c'est plus grave, c'est plus difficile de perdre la Touma. Donc c'est pas parce que quand il est déjà tamé, on va dire qu'il reste tamé, qu'on va dire que pour autant, on va dire que quand il est non, il n'est pas nishbar là. Que lorsqu'il est, il s'agit maintenant de savoir s'il devient tamé ou pas, et qu'on se pose la question de dire oui, mais comme il n'est pas fait pour le tmémet, il n'est pas fait pour cette fonction-là, il ne peut pas devenir tamé. Donc ça c'est plus difficile à devenir tamé que de quitter la Touma. Donc où est le Kol Sheken? Il y a un problème ici. Rachid ici déjà, pour perdre la Touma, on ne perd pas la Touma. Donc pour l'acquérir, Kal Vachomer, qu'on va l'acquérir. Ben non, c'est plus difficile d'acquérir que de perdre. Alors pourquoi Rachid dit que c'est un Kol Sheken? Là il y a une difficulté aussi. Encore une fois, Kol Sheken, Kol Sheken de Bitrilat Touma en omrim amod venase melartenu rishona. Pourquoi Kol Sheken? Alors l'idée est la suivante, c'est-à-dire que dans le cas de Mishbar, indépendamment de la règle de Midras et de Melacha Rishona, le principe de Mishbar est un principe général dans les lois de la Touma, que si c'est cassé, ça devient Taor. On dit ça de Tir Cheres. La Torah nous dit un Tir Cheres qui a été cassé, il devient Taor. Donc de là, nous on est maintenant rentré dans une problématique, il est cassé, oui, mais il peut servir encore à quelque chose. Mais à la base, le principe de dire il est cassé, donc c'est devenu, donc c'est terminé, il devient pur, c'est un principe qui est universel, on peut dire. Quelles que soient les dimensions des débris. Non, alors, là on rentre dans le détail, mais le principe de dire que s'il est cassé, il ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il est inférieur disons que quand il est inférieur aux deux Etzbaot, là tout le monde est là, c'est pas chou qu'il est à or. Alors que là maintenant on est en train de créer un principe qu'on ne connaît pas du tout. De dire que par exemple pour qu'il reçoive la Toumat Met, il faut que ce soit fait pour le Met. Ça serait une innovation énorme. Alors, donc si déjà dans le cas de Nishbar, on n'a pas appliqué cette innovation en disant oui, mais comme c'est toujours, encore une fois, on l'a pas appliqué, c'est compliqué ici, on l'a pas appliqué dans le sens que Enomrim, donc on dit ça va rester tamé. On n'applique pas la règle du Nishbar parce qu'on dit comme ça sert encore à quelque chose, alors on n'applique pas la règle du Nishbar. Donc bien que la règle du Nishbar soit une règle qui soit connue, universelle, mais là par le fait qu'il y a une petite possibilité de l'utiliser encore, on dit on n'applique pas la règle du Nishbar. Kal Vachomer, que dans le cas d'un ustensile qui sert à quelque chose, et nous on voudrait dire oui mais comme il n'est pas fait pour le mort, donc il ne va pas recevoir de Touma, c'est une règle qui n'existait pas jusqu'à présent, Kal Vachomer qu'on ne va pas le dire. Donc le Kal Vachomer est que, on a une exception à une règle universelle, et l'autre c'est une règle, il n'y a pas d'exception du tout à la règle universelle, donc il n'y avait aucune raison de le dire de toute façon. Donc si même là où il était logique de le dire, on ne le dit pas, là où il n'est pas logique de le dire, Kal Vachomer, on ne le dira pas. Voilà comment je propose de dire. C'est un peu compliqué. Juste un point de détail, si on ressoude les morceaux du Kli Heres, est-ce qu'il redevient tamé? Kli Heres, on ne peut pas le... Si on ressoude à la colle, maintenant on refait un Kli. Oui. Parce que
Touma régional, on vient. Ah, Touma Yeshana, ça s'appelle Touma Yeshana. Je crois que vous lui demandez, est-ce qu'il va pouvoir redevenir tamé? Il pourra redevenir, s'il est réparé, et ça redevient un ustensile tout neuf. Donc il pourra redevenir tamé. Mais est-ce que la Touma première, elle reste? Autant que je me rappelle, ça s'appelle Touma Yeshana, Midoraita non, Midrabanan oui. C'est-à-dire, fondamentalement, par la Torah, non. C'est cassé, c'est cassé. Mais les Chachamim ont eu peur que ça crée des confusions, alors ils ont dit oui. Voilà, ça c'était Rabbi Elazar. Donc vous voyez, ça y est, c'est assez lourd ce Rabbi Elazar. Donc on revient à la Gemara. Rabbi Elazar Omer, Bemidrasot Omrim Amod Venasim Alartenu. Donc la règle qu'on a vue dans la Braïta, elle existe dans les Midrasot et on l'étend même à Sof Touma, comme Rashi nous a expliqué. Par contre, En Omrim Betmemet Amod Venasim Alartenu, dans Tmemet ça n'existe pas, ni pour Sof Touma, ni pour Trilat Touma. Le Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, Af Omer Bitmemet Amod Venasim Alartenu. Et Rabbi Yochanan, lui, il dit, alors c'est là, on arrive maintenant à Rabbi Yochanan. Tout ça, c'était pour arriver à Rabbi Yochanan et pour montrer la contradiction qu'on est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Af Omer Bet Memet Amod Venasem Elartenu. Même lorsqu'il s'agit d'une touma qui n'est pas midras, une touma communiquée par le contact avec un mort, par exemple, on dit qu'il faut que l'ustensile continue à occuper sa fonction première. Et on va dire Amod Venasem Elartenu. Si ce n'est pas le cas, si on va lui dire, ben non, tu t'en vas, lève-toi, il n'y a plus d'impureté, parce que nous, on voudrait faire la fonction première et on ne peut pas le faire. Alors, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est de Trilat Touma, de Sof Touma? Juste avant d'aborder le Rashi, le Rabbi Yochanan dont on parlait, nous, dans la cloche, c'était Trilat Touma ou Sof Touma? Juste pour voir si... C'était quoi le cas de la cloche qui a perdu, je rappelle, le cas de la cloche qui a perdu son battant, mais Rabbi Yochanan disait, c'est pas grave, on peut l'utiliser comme gobelet. C'était sûr, Sof Touma. Ah, bravo. Donc nous, il faut qu'on trouve que maintenant Rabbi Yochanan, il parlait de Sof Touma et qu'il ait dit le contraire. Alors là, on aura la contradiction. D'accord? Alors, allons-y dans Rashi. Omer Vechoulé. Donc, Omer Vechoulé, ça se rapporte bien à Rabbi Yochanan qui disait, Rabbi Yochanan Amar, Af Omer Bet-Memet. À savoir, nous dit Rashi, de I lo avid me'en melacha rishona taor. Donc Rabbi Yochanan, lui, dit que si l'objet n'arrive plus à remplir quelque chose qui rappelle la fonction première, taor, il est pur. Maintenant, la question est de savoir de quoi parle-t-il? Trilat Touma ou Sof Touma? Rashi nous dit, Val Kochach, tu es obligé de dire, Lo Itmar de Rabbi Yochanan, et là, le Inyan Shenishbar, ou le Taharo, que de Prishit. Tu es forcé de dire que ça n'a pu être dit par Rabbi Yochanan qu'au sujet du cas où ça a été cassé, et par rapport au fait de dire que du fait que ça a été cassé, ça devient pur. C'est-à-dire, on dit le principe de Me'en melacha rishona, Amod venasem elartenu, pour dire que ça va que si ça s'est cassé et que c'était impur, ça va devenir pur. Que de Prishit, comme je l'ai expliqué par rapport à Sof Touma. Et donc là vous avez la confirmation de ce que je disais, c'est que Rabbi Yochanan était obligé de donner l'explication de Sof Touma déjà dans Rabbi Elazar, parce que Rabbi Yochanan, quand il s'oppose à Rabbi Elazar, c'est sur Sof Touma. Pourquoi c'est sur Sof Touma et pas sur Trilat Touma? De l'Ekalifrusha qui haït de Midrasot. Parce qu'on ne peut pas expliquer que Rabbi Yochanan, en fait, il parle d'une problématique comme celle des Midrasot, c'est-à-dire Trilat Touma, où le Memra est de dire de Kli she'eno asui le met lo yitama bemet, et il viendrait nous dire que si un ustensile n'a pas été conçu pour servir pour un mort, il ne peut pas devenir impur au contact d'un mort, ce que nous on a appelé Trilat Touma. Ça, c'est pas possible de dire que Rabbi Yochanan le pense.
Pourquoi? De Haketiv, parce qu'il y a un verset dans la Torah, dans le parashat Chukat, à propos de la para Adouma, qui dit Ve'iza ala Oel ve'al kol hakelim, que on versera cette eau lustrale sur la tente dans laquelle se trouvait un mort et qui est devenu impur, et sur tous les objets, kol hakelim. Alors si on dit kol hakelim, on veut dire que tous les kelim. Kol hakelim, c'est tous les kelim. Donc il n'y a pas. Ça prouve que si on disait que seul un keli qui est raoui les met, donc c'est très très peu de kelim, sont impurs, on pourrait pas dire, la Torah pourrait pas dire tu devras purifier tous les kelim. Donc ça prouve que tous les kelim, tout le monde, ça répond à la définition de keli. Keli, ça veut dire ça sert à quelque chose. Mais non, s'il fallait qu'ils servent aux morts, alors on ne dit pas kol hakelim. Donc le pshat pashut du verset nous empêche déjà de dire que Rabbi Yochanan penserait que cette règle s'applique à Trilat Touma. Donc par élimination, si ce n'est pas Trilat Touma, c'est Sof Touma. Vous avez compris que donc Rabbi Yochanan n'est pas clair dans ce qu'il dit. Il dit on applique la même règle que Midrashot à Tmemet. On se pose la question, mais est-ce qu'il parle de Trilat Touma ou de Sof Touma? Rachid procède par élimination. Ça ne peut pas être Trilat Touma, parce que ça voudrait dire que seul un ustensile qui a été fabriqué et conçu pour servir aux morts serait impur, et que tous les autres objets du monde, s'ils ont touché un mort, ils restent purs. C'est impossible, la Torah dit Izal kol hakelim. Donc la Torah n'aurait pas pu s'exprimer ainsi. Et puisqu'elle s'exprime ainsi, donc c'est pas possible de c'est Trilat Touma, donc c'est Sof Touma. Et donc si c'est Sof Touma, ça contredit Rabbi Yochanan, qui est le Rabbi Yochanan qu'on avait vu tout en haut, et on est arrivé à la contradiction. Donc c'était un chemin long et compliqué, mais on a trouvé la contradiction. Est-ce que quelque chose... Je vous laisse assimiler un petit peu. Pourquoi kol hakelim supprime le Trilat Touma? Parce que Isa, ça veut dire on aspergera d'eau lustrale. Qu'est-ce qu'on asperge d'eau lustrale? Est-ce qu'un Keli Tahor, on l'appelle? Non. Par définition, l'eau lustrale sert à purifier ce qui a été touché au contact d'un mort. Sinon on n'utilise pas l'eau lustrale pour autre chose, ça n'a aucun sens. La Torah, elle parle de ça. Vizal kol hakelim, et puis la Torah dit, et ça deviendra pur. Donc on sous-entend, en disant Vizal kol hakelim, que kol hakelim était tamé tout matmet. Bon, maintenant, imaginez qu'il y ait une règle que c'est seulement ce qui est raoui le met qui met Mekabel Touma. Est-ce que la Torah aurait dit Izal kol hakelim? C'est pas kol hakelim. La preuve, elle est forte. Elle est excellente, la preuve. Excuse-moi, peut-être que je m'embrouille, mais en fait, on a sorti un passo qui a 5 minutes sur Matot, où en fait, vous dites exactement la même chose. Alors pourquoi il n'a pas sorti ce passo de Matot? Ah, c'est excellent. Vous embrouillez pas du tout. C'est la question que j'attendais. Bravo. Excellent. Regardez le recherche. On va regarder pour respirer un petit peu. On va faire une petite respiration. Vous allez, pendant qu'on recharge la caméra, vous allez chercher dans le recherche.